Mon approche de la montagne, c'est vraiment basé sur de l'amateurisme. Avec les années, j'ai pu acquérir un minimum de technique qui me permet d'être autonome en fait maintenant sur le terrain. Et donc je fonctionne sans guide. Quand je pars en montagne, en général, je recherche deux choses. La première, c'est vraiment une relation intime avec la nature. Et la deuxième, c'est quand même un dépassement physique. Ok, c'est bon. Je pratique la montagne, je viens en montagne vraiment pour m'évader. D'ailleurs, comme pour les autres façons dans lesquelles je m'échappe, c'est-à-dire que ça peut être à travers des déserts ou des marécages, etc., dans les traversées de pays, la montagne, c'est un autre mode d'évasion pour moi. La montagne, c'est partir à l'aventure. C'est déjà ça, ça commence par ça. Et comme tout projet, toute expédition, on va dire, en général, ça s'amorce par une curiosité. Un échange avec quelqu'un, des lectures, des images. Et voilà, la curiosité est attisée. Et finalement, c'est juste pour répondre à la question, mais c'est comment là-bas ? La randonnée classique, oui, c'est quelque chose qui m'attire depuis très longtemps et que je pratique depuis très longtemps. Ouais. Et c'était peut-être aussi un préalable aussi pour pouvoir ensuite franchir ce pas et aller sur l'alpinisme. Peut-être voir ce qui se passe un peu plus haut que les lieux que je fréquente depuis une bonne dizaine ou une bonne quinzaine d'années. Alors jusqu'alors, ma pratique de la montagne, c'était plutôt de la randonnée, de la bonne randonnée avec du bivouac, par moments aussi un peu d'escalade, de via ferrata, enfin ce que font beaucoup de gens, donc quelque chose d'assez classique. Physiquement, là, ça va. Maintenant, moi, ma grosse interrogation, c'est par rapport à l'altitude. Au-delà de 4000 mètres, j'ai jamais pratiqué, donc je ne sais pas comment je vais me comporter, aussi bien physiquement que psychologiquement. C'est la grosse interrogation. Ouais. Ça met un peu de piquant en même temps. Et un petit peu d'appréhension aussi, je dois avouer. Ouais. Il y a pas mal de doutes, beaucoup de zones d'interrogation. Ouais, c'est parce que c'est un challenge nouveau pour moi. En même temps, c'est excitant, mais c'est vrai qu'il y a une grosse part d'incertitude, d'inconnu. Donc, bon, on s'est bien préparé physiquement tout au long de l'année avec le reste de l'équipe, mais c'est vrai que moi, à mon échelle personnelle, je pense que je suis le plus inexpérimenté, techniquement et physiquement aussi à cette altitude-là. Donc c'est sûr, ça va être une ascension initiatique à tout point de vue, quoi. Alors les toits de l'Europe, qu'est-ce que les toits de l'Europe? Déjà ça part du challenge des Seven Summits, c'est un challenge qui consiste à gravir chaque point culminant de chaque continent. Et il y avait ce problème sur l'Europe. Finalement, mais quel toit? Quel est le point culminant de l'Europe? Donc au niveau géopolitique, c'est bien le Mont Blanc, mais au niveau des plaques continentales, c'est l'Elbrus finalement à 15 km près, qui est le point culminant de l'Europe. Même si dans le milieu de l'alpinisme, ce qu'on a fait, que ce soit le Mont Blanc ou l'Elbrus, ça n'a rien d'extraordinaire, mais pour moi, vu que c'était la première fois, vu que le milieu alpin, je le connais depuis peu, que ce soit l'alpinisme ou la haute montagne, oui, c'est une aventure avec un grand tas. Et donc l'idée, c'était justement d'aller voir de plus près un peu les similitudes, les différences entre ces deux sommets. Et puis si on pouvait redonner en même temps une place légitime à l'Elbrus au sein du grand public, ça serait pas mal. Quand on réalise qu'on va monter le Mont Blanc ou l'Elbrus, bon, ça fait quelque chose, surtout quand on lit les récits sur des blogs, etc.
Mais mon état d'esprit, c'est un mélange de ces deux sensations. L'excitation, vraiment d'y aller, de m'y confronter, de m'y retrouver, mais en même temps aussi l'appréhension, de savoir si j'allais être à la hauteur. L'Elbrus, déjà, il a des dimensions étrangères. On n'est plus en France, c'est en Russie, et en plus d'être en Russie, c'est dans le Caucase. Donc, la sonorité des mots, tout ça, ça me parle vachement. Il y a déjà cette connotation d'aventure. L'ascension sur le terrain, elle a été plus longue, l'engagement a été plus long. Il en ressort probablement une note un peu plus élevée que celle du Mont Blanc, parce qu'elle a demandé voilà, plus d'engagement, parce qu'il y a eu plus de dépaysement. Et rien à voir avec l'altitude ou autre, hein, mais il y a eu plus de partage, plus d'aventure. Donc là, de toute manière, comme plein de fois dans les expés, hein, on a une carte, mais elle nous donne des infos, mais évidemment, ça reste assez large. C'est le terrain Il faut voir sur le terrain. C'est le terrain qui Donc nous là, on dicte. va voir, on va aller là-bas et on avise. Je pense qu'en pleine saison. C'est pas si grave. Voilà. J'invite la mamie pour une battle. On cherche une aire de bivouac. L'aire de bivouac, ça veut dire un endroit relativement confortable et où on peut avoir de l'eau. Donc de l'eau, je crois qu'on va pouvoir s'asseoir dessus. C'est l'eau des glaciers, elle est pas belle du tout. Donc Laurent, lui, est parti par là-bas et moi, je suis parti derrière. Et puis la Pachamama nous offre une aire de repos là, écossaise, avec de l'herbe et une vue de dingue sur tout le massif. Donc on va s'empresser d'aller dormir là-bas. Alors en fait, nickel, ouais, topissime. Un coup de tuer, tu vas voir. Ça fait un peu plaine écossaise. Into the wild, hein. La vache. Into the merde. J'ai dû redescendre sur le chemin, rappliquer là-bas. Non, mais là, il y a un super coin derrière. On C'était croirait bien. pas, hein, parce que Bah là, tu te c'est dis, lunaire. Hein. là, tu te dis que t'as plus droit à l'herbe, là. Tout s'écosse. Ouais. Et derrière, tranquille. Organiser une expédition soi-même, partir sans guide, ça sous-entend beaucoup d'autonomie. Or, le champ des compétences à avoir pour ce type de projet il est quand même très large. Que ce soit au niveau technique, au niveau de la météo, au niveau des protocoles de secours, il y a plein de choses à prendre en compte. Partir sur le Mont Blanc et sur l'Elbrus sans guide, ça amène un challenge supplémentaire. Parce qu'un guide de haute montagne professionnel, c'est quelque chose de très rassurant, de par son expérience de terrain et son niveau technique. Partir avec quelqu'un de complètement novice sur le milieu de la haute montagne, pour moi c'était à la fois un plaisir de partage, de lui faire découvrir un univers qu'il ne connaît pas, et en même temps un challenge. Celui-là il est bon, c'est l'autre qui est pas bon. Ouais. Pourquoi tu en as 3 ? Enlève celui que tu penses qui n'est pas bon. Ah ouais, j'ai compris. Voilà, et là est-ce que je dois passer au milieu, je me souviens. Alors si
si tu dois t'encorder ou passer quelque chose, tu le passes au milieu. Pourquoi? Parce qu'on a dit, si tu le fais pas, tu peux ton nœud qui va tomber ici, et résultat après il va partir là, et tu peux te retrouver comme ça sur le côté. D'accord? Les conditions météo, la vie privée de chacun fait qu'on n'a pas pu faire autant de sorties qu'on voulait. J'avais pas checké comme je voulais l'ensemble des techniques acquises par l'ensemble du groupe. J'avais encore certains doutes sur le niveau de la cordée. Ça va, Laurent? Ouais. J'appréhendais un peu au départ, mais finalement dans l'action, bonne sensation. J'appréhendais un petit peu surtout avec la soupe, surtout sur chaque appui, mais dans les traces, c'était assez stable finalement. Donc t'es rassuré? Ouais. Ben, il me fallait ça pour me remettre un peu en confiance. Ouais. On se fait souvent une montagne de petites choses ou de choses un peu plus importantes, mais finalement tout est réalisable à condition déjà d'avoir la volonté et la motivation et surtout d'être bien préparé. Le départ d'ici, ouais. Le dôme, On monte jusqu'au dôme. le valo. Valo, après il y a les deux bosses et l'arête finale qui est un peu aérienne en fait. Tu vois? Après les deux bosses là. Donc c'est bien qu'on ait fait cette arête là aujourd'hui. La voie normale, évidemment, est surfréquentée. Donc, ouais, c'est pas la montagne idéale. J'avais pas envie de faire le Mont Blanc parce que ça ressemble à ma montagne idéale. J'ai envie de faire Mont Blanc parce que c'est le Mont Blanc. Et puis l'Elbrus parce que c'est l'Elbrus. Ben, je trouve que le Mont Blanc, entre guillemets, est plus sécurisant. Il est plus aménagé. Déjà, notre course est ponctuée de refuges, donc c'est quand même plus confortable. Donc il n'y a pas cet inconfort qu'on retrouve sur l'Elbrus, où pendant une semaine, on n'a fait que du bivouac. Bon, en même temps, quand on fait de la pleine nature, on recherche ça. Ensuite, j'ai trouvé peut-être l'Elbrus aussi forcément un peu plus fatigant physiquement, parce que plus long, des pentes très très longues, et une altitude forcément supérieure à celle du Mont Blanc. Je découvre ce type d'ascension avec autant d'aménagement et autant de laisser aller au niveau des structures, au niveau des déchets. Ouais. Je ne m'attendais vraiment pas à ça, du moins aussi haut en altitude. Ça avait un petit côté Mad Max pour moi, finalement. Des immondices partout, des véhicules ou des anciennes remontées mécaniques rouillées. Enfin, il y avait un no man's land. Ouais, c'était, encore une fois, là, il y avait un gros décalage aussi. C'était pas une atmosphère de milieu alpin. Voilà. J'avais une vision plus naïve, plus idéaliste, on va dire. Ça se rafraîchit un petit peu, hein. Ouais. On va mieux dormir. Je vais pouvoir fermer le duvet. Ah, par rapport, t'as eu trop chaud T'as fermé le duvet, toi? Non. Ah ouais, putain, tu me rassures. Sur le matin, je l'ai refermé. Sur le matin, j'ai eu un peu froid. Ça en impose là sur la droite. Ouais, carrément, ouais. Mais tu comprends pourquoi c'est le berceau de l'alpinisme. Toute l'histoire qu'il peut y avoir. Tiens. Tu comprends pourquoi le couloir du goûter, faut se méfier. Sur la gauche, il y a une qui est vraiment partie loin.
On sortait du dérochoir, donc c'était l'approche. On n'avait même pas encore les pieds dans la neige, hein. C'était dérochoir, il doit sortir à 2700 mètres, je crois, sur Mont-Blanc. Mais c'est le moment où on aperçoit le couloir du Goutet, le refuge du Goutet. Et là, on rentre de plein pied dans l'histoire du Mont-Blanc. Et là, je me souviens que ouais, l'émotion, elle arrive et on se fait rattraper par l'histoire. Là, on voit bien les deux refuges. Hein. Il a l'air énorme, celui du Goutet, là. Là, ça commence à donner envie. Là. C'est marrant, il y a des stades où ça me fait un peu ça dans les autres voyages, les autres aventures, où tout à coup, je sais pas, il y a quelque chose qui te fait immerger complètement, quoi, d'un coup. Et tu peux en être touché, tu vois. On s'est levé à 5h, on a regardé la météo, c'était exécrable au possible. Ils annoncent des rafales à 120 km/h à 4000 mètres. Et ce matin, ça soufflait vraiment très fort, il pleuvait, donc c'était illusoire. Donc on n'est pas parti à 5h. Demain, quoi qu'il advienne, on ne pourra pas faire le sommet, c'est pas possible. Il y a encore des rafales pareilles, donc c'est impossible demain de faire le sommet. Donc de toute manière, qu'on soit bloqué au refuge du Goutet ou ici, c'est un peu la même. Et après, il y a juste une question financière. On a réservé au refuge du Goutet, on n'a pas réservé ici. Mais bon, il ne faut pas que les finances rentrent dans la donne, quoi. Que l'on parte pour de la randonnée ou sur un projet comme les Toits de l'Europe, on sera toujours confronté, si on encadre un groupe ou une cordée, à des problèmes de prise de décision. À un moment donné, on est face à une prise de risque, et là, obligatoirement, en étant le premier de cordée, celui qui organise, même au niveau de l'amateurisme, on est obligé de prendre les décisions. On est obligé de dire oui ou non et d'imposer ses choix. En montagne, finalement, le facteur qui peut changer toute la donne, c'est la météo. Bonne, mauvaise, ça peut être le paradis comme l'enfer. Et on a eu un peu toutes les phases sur les deux sommets. Et donc ça rappelle que la haute montagne, il y a aussi de la chance. Ça change complètement l'aspect d'une ascension, complètement l'aspect d'une aventure. Tout le relief peut être donné rien que par la météo. Ça s'est pas trop mal passé, mieux que prévu, hein. Parce que même en termes de vent, ça n'a pas été méchant, tu vois. Même si ça a tonné un peu au départ. Par contre, il y a eu plus de neige que je pensais, moi. Ouais, t'as vu, plus on est monté et plus il y avait de la neige. Donc c'était utile de chausser les crampons. Ouais, c'est clair que ça devient délicat, ouais. Mais ça s'est bien passé, ouais, c'est très bien. Même, je veux dire, même nous deux, ça s'est bien passé. Ouais, j'ai C'est trouvé. super bien passé. Mais même malgré le mauvais temps, je trouve que ça a rendu même la course assez sympathique, finalement, la neige. Ouais, moi c'est bien, ouais. Moi, ça m'a bien plu, ouais. Non, c'est clair. Le paysage, quand c'était un petit peu découvert pour moi, c'était assez grandiose. Ça donnait un bel aspect, ce saupoudrage de roches, là, c'était pas mal. Mais moi, en plus, à tout moment, je me suis senti, parce que je pense que tu as su aussi me mettre à l'aise, et tout le long, vraiment, ça a été franchement que du bonheur. Le couloir du Goutet, on a eu surtout affaire à sa réputation, pas tant à l'ascension, mais plutôt à la redescente, puisque c'était courant de l'après-midi, donc ça parpine un peu plus, c'est-à-dire qu'il y a les pierres qui dévalent dans tous les sens. Et c'est vrai qu'on soit 300 mètres plus haut ou au pied du couloir, on entend toujours la même chose, ça hurle dans tous les sens, que ce soit les cordées du bas ou du haut qui hurlent Pierre, Pierre, et c'est vrai que ça résonne dans tous les sens. Là encore, avec son aspect débonnaire que ça peut avoir, cette petite traversée horizontale, toute la vigilance de la montagne, elle est encore là. On a quitté la neige, mais pourtant, on est encore dans un secteur de haute montagne.
avec ses dangers, ses travers, quoi. J'appréhendais un petit peu le fameux couloir du goûter avant de venir sur place, si tu veux. Ok. Le passage avec le câble? Non, entièrement le couloir, voilà. Ok. À partir du refuge La de progression Tête sur la C'est vrai roche. que quand tu le vois de face, cette paroi au départ, elle t'impressionne. On se fait tout un monde, toute une montagne de beaucoup de choses. C'est vrai que des fois les lectures amplifient ça aussi. Donc des fois tu te fais de mauvaises idées. Mais je pense qu'une fois que tu es parti, je crois que tu es dans l'action, donc non, tu profites et tu es concentré sur ce que tu dois faire et tu profites pleinement. Donc je pense que l'appréhension était vraiment avant. L'ascension du Mont Blanc ou l'ascension de l'Elbrouz sont des sommets qui sont faciles. Toutefois, on reste sur un secteur de haute montagne et il y a quand même quelques difficultés qui subsistent. C'est pourquoi les deux partenaires de cordée se doivent d'être un minimum rigoureux sur le terrain et d'avoir tout le temps à l'esprit qu'il peut y avoir un pépin. L'histoire d'une cordée sur le terrain, ça ramène sur un pied d'égalité. C'est-à-dire même s'il y a une différence de niveau entre le leader et le second de cordée, le second de cordée devient quand même responsable lui aussi du leader. Progresser en cordée sur un glacier ou sur une arête, ça nécessite d'avoir un minimum de confiance avec son partenaire. À partir de 3008, justement, on peut utiliser des ratraques, les chenillettes, là, les dameuses qui déposent les alpinistes soit à 4100 mètres au refuge de Priute 11, soit même jusqu'à 4700 mètres pour attaquer l'ascension sans trop se fatiguer. Je réalise pas trop encore. J'ai eu un petit mal de tête, mais ça va beaucoup mieux là. Et le fait de voir le Mont Blanc à portée de la main, ça remet du baume au cœur. On était au Dôme du Goûter, et puis la météo était splendide. Et il y a Laurent qui me fait il y a le Mont Blanc qui s'offre à nous, il attend plus que nous, quelque chose comme ça. Et je me souviens que moi je lui avais dit, vaut mieux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, on sera au sommet quand on sera au sommet, parce qu'il peut se passer encore plein de choses. La météo, ça tourne vite, il y a les champs de crevasses, il y a tout ça, il y a l'arête sommitale, il y a plein d'éléments qui font que c'est encore loin d'être joué. Et puis en plus, il y a la redescente derrière. En tout cas, moi, le moment souvent qui me revient à l'esprit, dans sa globalité, sur les deux ascensions, finalement, c'est l'assaut final du Mont Blanc. Physiquement, j'avais rarement ressenti un bien-être aussi intense, pourtant c'était difficile, et c'était surtout la contemplation qui l'emportait. Là, ça a été le pied. Et en plus, le crissement de ces pas sur la neige, enfin, tout y était, quoi. L'ambiance, l'atmosphère était idéal pour moi. Et ça, c'est l'image, c'est le petit film qui reste vraiment gravé, qui surpasse tout le reste. C'est difficile d'exprimer pour moi parce que c'est énormément de ressenti, plus que ce que j'avais pu imaginer. Ça me prend aux tripes, ça certainement que les larmes en sortent d'ailleurs. Non, je suis surpris d'être aussi ému. Ouais. Tout l'investissement que tu as pu y mettre dans ce projet, les sacrifices familiaux, tous les gens qui ont contribué à ce que ce projet puisse aboutir. Et beaucoup de gens autour de moi ont fait des sacrifices pour que je puisse très souvent aller m'entraîner. Et tu penses aussi à tous tes proches, tu savoures aussi le moment avec tes compagnons de cordée. C'est une belle émotion. Alors nous avons pris le parti de faire les deux voies normales pour avoir un point de vue de comparaison assez proche.
Donc c'est vrai que ce sont 2 voies très fréquentées, autant l'une que l'autre, internationales autant l'une que l'autre, plus ou moins aménagées. Après, est-ce qu'il y en a une qui est plus authentique que l'autre? C'est compliqué à dire. C'est vraiment complexe. C'est vraiment complexe. Il faudra attacher à ça un peu la définition de l'authenticité sur une voie d'alpinisme. J'ai eu l'impression en tout cas de faire plus d'alpinisme sur le Mont Blanc que sur l'Elbrouz. Bon, bah, on a le droit de poser les sacs. Hein. Je suis juste un peu cramé, On a fait le plus dur. rincé. Enfin, bon. Là, il n'y a plus personne dans la conciergerie. Là. Je rends les clés. Bah voilà, on est monté à 4614 mètres avec tout le barda. Dernière fois pour ce Ah oui, séjour. on montera pas plus haut avec tout le sac. L'ascension entière a été un petit peu dans la douleur et notamment les derniers mètres là, qui étaient un peu plus abrupts. Donc là je me change, on va installer le camp et je pense que je vais faire une petite sieste réparatrice, dirons-nous. Осінню морю до Жорнова пливуть. On prend de l'eau parce qu'évidemment on gagne énormément de temps, du gaz, à prendre directement de l'eau plutôt que de la neige. Donc le but du jeu c'est de casser la croûte de glace pour essayer de trouver les filets d'eau en dessous. Donc voilà, et là maintenant qu'on a un filet d'eau, c'est d'essayer de faire une petite mare pour pouvoir mettre les bouteilles. Là j'essaye de faire un petit cours d'eau. Voilà. Voilà. Donc le plus important c'était rapidement d'installer les tentes dans les zones de bivouac, c'est-à-dire avec des murs de pierre, parce que ici normalement ça va envoyer au niveau du vent et au niveau de la neige, donc il faut vraiment s'abriter quoi. Donc vraiment aubaner les tentes, etc. C'était capital. Et comme il a neigé hier, eh bien, il a fallu pelleter. Voilà. Et la deuxième phase donc c'est trouver de l'eau. C'est évidemment pour l'acclimatation, rien de plus important que de boire. Le plus difficile à gérer sur le terrain, ça n'a pas été forcément l'itinéraire, la technique, la météo, ce à quoi on s'attend en fait finalement, ce à quoi on se prépare le plus. Mais ça a été vraiment la gestion de l'humain. Donc pas seulement de Laurent, du second de cordée, mais aussi de moi-même. C'est vraiment toute l'attention qu'il faut porter à l'un et à l'autre. Non, ça va moyen, ça va mieux assis ou allongé. Debout, j'avais l'impression de perdre l'équilibre à tout moment. Donc là, je vais m'octroyer 1 heure, 1 heure et demie de repos et de retraite. Voilà, histoire de me retaper un peu de la nuit dernière. Pour ensuite manger, engranger de l'énergie pour demain matin. Puisque le réveil va être très très matinal. Je ne sais plus si on se lève sur les 1 heure ou 2 heures ou 3 heures. Enfin, on doit faire le débrief tout à l'heure. Voilà. Bon, un dernier petit topo sur la carte avant de partir demain. Demain, donc, c'est la première tentative pour le sommet. Donc, enfin, je crois que ça fait 8 jours, je calcule même pas trop, je crois que ça fait 8 jours ouais, qu'on est ici, 7-8 jours. Et donc, sur le timing qu'on a, on a 2 tentatives possibles pour faire le sommet. On est sur le bivouac le plus haut, donc on est à un peu plus de 4600 mètres d'altitude.
Donc on n'est pas très loin de l'altitude du Mont Blanc. Donc la dernière fois, c'est là où on s'est arrêté. Et là, c'est là où on va commencer l'ascension. Donc tout comme le Mont Blanc où il y avait 1000 mètres de dénivelé pour faire le sommet, là on aura 1000 mètres de dénivelé, mais cette fois on part quasiment de l'altitude du Mont Blanc. Donc on est vraiment sur une ambiance très alpine, on est vraiment sur une ambiance de haute montagne, et ça c'est vraiment classe. Pour un bivouac, c'est vraiment classe. Alors Mont Blanc versus Elbrouz, en termes de paysage, je suis un peu plus fan de la vallée du Mont Blanc, même si celle du Caucase est très jolie tout de même. Après, je trouve qu'il y a une note d'aventure qui est vachement plus présente ici sur l'Elbrouz, mais parce qu'on est à l'étranger, on est en Russie, etc. Et comme l'a judicieusement fait remarquer Laurent sur les jours précédents, il y a quand même un gros problème de pollution ici. Et ça, c'est vrai que c'est une note qui est vraiment spécifique entre les deux. C'est que le Mont Blanc est quand même relativement clean, même s'il y a ces problèmes avec le refuge Valo et autres. Mais ici, c'est partout. Aujourd'hui, on va attaquer donc dans quelques heures et c'est pas du tout gagné dans ma tête, même si techniquement c'est plus facile que le Mont Blanc, parce que oui, la météo est changeante, parce que les températures peuvent chuter, vraiment, ça peut être vraiment très bas. D'ailleurs, c'est un des points que Laurent, lui, a le plus de mal, c'est le rapport au froid. Et voilà, donc on va rester vigilant quoi qu'il advienne de toute manière. T'as pas froid? Non, ça va. Le cul dans la neige? Non? Bon, on n'y voit pas grand chose, hein? Là, tu dis qu'on est à combien? 5335, c'est ça? À peu près? Voilà, du coup, 5340, quelque chose comme ça, quoi. Plus que 302 mètres. Alors, moment fort sur l'Elbrouz, finalement, je l'assimile à un moment peut-être de petite souffrance, notamment après le col, quand on était dans le brouillard depuis quelques heures. Le dénivelé était fort. J'ai l'impression encore d'entendre dans ma tête un petit peu la respiration haletante et où je cherchais vraiment mon second souffle pour pouvoir continuer l'ascension. Et malgré, alors je suis peut-être un petit côté maso, mais même si c'était pas forcément un moment de grand bonheur, j'en conserve finalement un très bon souvenir. Peut-être parce qu'on y va aussi pour ça. Dépasser les 4005, il y a quand même, on se prend quand même une petite claque et on sent que l'acclimatation est vraiment nécessaire. Et arrivé à 5006, c'est vrai que les passes se font bien plus longues qu'à 4008 quand on a fait le Mont Blanc. Ouais, pas mal d'émotions. C'est parce que je suis toujours fier de mettre du piment dans ma vie et de me dire tu restes pas le cul dans ton canapé et tu fais en sorte que ta vie elle ait du relief, elle ait de la gueule. Donc voilà, je suis content de me faire plaisir. Moi, de mon côté, ce qui me touche, c'est que beaucoup de mes proches ont fait de gros sacrifices pour moi. Et voilà, donc l'émotion me rattrape à nouveau. Donc ça, là j'ai une grosse pensée pour eux. J'avais déjà les sanglots bien avant le vrai sommet. J'avais même du mal à voir les traces que me laissait Willy. On fait ces aventures aussi pour vivre des instants forts, des émotions,
Et si on ne se laisse pas un peu aller pour les vivre pleinement, c'est un peu dommage finalement. On a l'impression que les portes s'ouvrent. Et le cœur, l'esprit, tout ça, ça s'échappe un peu, quoi. Ça prend un grand bol d'air. Monter un projet d'ascension du Mont Blanc et de l'Elbrouz enchaîné, ça reste évidemment une aventure physique. Ça reste une aventure sur l'histoire de l'alpinisme, de par le symbole de ces deux sommets, mais ça reste avant tout une aventure humaine. La façon dont on peut la vivre soi-même, toutes les émotions qui nous parcourent sur un tel projet, que ce soit les moments de doute, les moments de joie quand on arrive au sommet, mais aussi les moments de partage qu'on a avec son compagnon de cordée. Le retour d'expérience sur des projets comme les Toits de l'Europe, c'est en premier lieu toute l'expérience de terrain qu'on a pu accumuler et qui vient s'ajouter aux autres pierres des expériences passées. Et deuxièmement, ça va être la force des émotions qu'on a pu vivre. On fait des projets comme ça aussi pour mettre du piment dans sa vie, pour avoir des émotions qui sont majeures, pour avoir des expériences de vie qui viennent exciter un peu notre quotidien. Bon, il a tendance à garder un petit chapeau. C'est difficile pour lui d'avoir les deux têtes hors des nuages. Sur le Mont Blanc, ce qui m'a époustouflé, c'est la somptuosité du massif, qui est vraiment incroyable, et l'histoire qui est chargée et qui en dégorge tout le temps sur chaque pas. Après, sur le massif de l'Elbrouz, déjà il y a le côté russe qui est partie prégnante. Ça transpire la Russie, et ça c'est quelque chose qui lui donne une identité à part. Et le fait qu'il soit absolument colossal, qu'il ait une base énorme, et on a l'impression que c'est un massif à lui tout seul, voilà, qu'il a des épaules avec ses deux sommets, qu'il a des épaules ultra carrées et qu'il en impose. Il y a une différence de culture qui est flagrante sur l'approche de l'alpinisme qui est complètement différente. Et sur la façon, je dirais, d'exploiter le sommet par rapport à la population locale. La fréquentation du Mont Blanc, elle est 4 fois plus importante que celle de l'Elbrouz, qui est en devenir d'ailleurs. Ils le disent eux-mêmes ici. Donc ça va aller en croissant. Et d'un autre côté, il y a cette exploitation de la montagne est quand même, je dirais, plus louable sur le pôle du Mont Blanc. Ici, on a l'impression qu'on le fait un peu à la va-vite. On exploite et peut-être qu'on verra après les conséquences. Ouais, il faut quand même venir le voir. Ouais.